Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous pour cette rencontre virtuelle dans le cadre des formations du Belque d'hiver et de France Éducation Internationale. D'ailleurs, avant de commencer, je souhaite remercier toute l'équipe du Belque et bien sûr l'équipe de France Éducation Internationale, notamment Johanna et Enza. Et on va tout de suite commencer. Donc, je vais juste partager mon écran. Une petite seconde. Voilà, en principe, vous voyez tout correctement. Et nous allons commencer cette session où on va parler de grammaire inductive et de grammaire communicative, à savoir est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est un duo gagnant. Donc, on va regarder tout ça ensemble pendant une heure où on aura beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. Alors, c'est une réflexion, comme je dis toujours, où justement on va essayer d'avancer autour de ces deux points, mais pas que. Alors, avant tout, je tiens à présenter aussi Lucia Bandini, qui s'occupe de la partie technique. Et moi, juste rapidement, je me présente. Donc, c'est Sébastien Devrez. Je crois que je serai prof de FLE pour toujours dans l'âme, au moins, même si j'enseigne plus, car maintenant je suis formateur pour les éditions Maison des Langues depuis 8 ans maintenant. J'étais essentiellement professeur de FLE dans les instituts français et Alliance française. On commence. Donc, tout d'abord, pour commencer, autour de cette réflexion autour de la grammaire, je me suis souvenu d'un échange, un dialogue avec Pedro. Pedro, c'est un étudiant, un jeune étudiant de 15 ans à l'Institut français. Donc, à un moment donné, Pedro me demande tout simplement pourquoi la grammaire française est-elle si difficile? Pourquoi elle n'est pas logique? Il y a toujours des exceptions. Donc moi, j'essaye de lui expliquer, hein. Alors, je vous ai mis les didascalies, je me pourrais les refaire ce dialogue. J'explique que c'est une langue qui a évolué différemment à l'oral et à l'écrit en fonction des usages. Je dis que parfois, il y a même des cohérences qui sont apparues, mais que globalement, elle fonctionne. Il hoche un peu la tête et il me dit, oui, mais parfois la grammaire française donne le vertige. Je lui dis, pourquoi ça te donne le vertige? Il me dit, parce que ça fait tourner la tête et ça fait peur. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il enfin, que faut-il faire pour vaincre le vertige? Il me dit, il faut prendre de la hauteur, ou je crois que la phrase exacte, c'était, il faut être en hauteur. J'ai trouvé cette réflexion assez intéressante et justement, j'ai voulu on réfléchisse justement autour de la grammaire. Et pourquoi pas justement pour aborder la grammaire du français, ben, tout simplement prendre un peu en hauteur et observons quelles sont les différentes approches qui peuvent être proposées et lesquelles sont intéressantes, on va dire, pour nos cours de FLE et améliorer justement et rendre ces cours plus efficaces. Alors, une petite seconde. Donc l'idée, justement, on va dire la deuxième problématique, ou une problématique un peu plus générale par rapport à ce qui a été annoncé dès le départ, c'est comment décomplexifier la grammaire du FLE. Donc oui, on va prendre de la hauteur, on va observer, on va dire ensemble, en fait, pour essayer de rendre cet enseignement-apprentissage plus efficace. Donc, dans un premier temps, on va regarder quelle est la perception de la grammaire, globalement. On va regarder aussi les différentes approches de la grammaire. On va observer une règle en particulier, on va la décliner. Puis on va regarder comment décomplexifier cette grammaire, ou on peut l'appeler aussi la grammaire sans complexe. Et je terminerai avec les solutions qui sont proposées par les éditions Maison des Langues. Donc, la perception de la grammaire. Alors, pourquoi la perception de la grammaire? Bah, tout simplement, j'aime bien utiliser des caricatures, de voir à peu près ce qu'il y a comme caricature autour d'une thématique. Et je trouvais ça intéressant de regarder un peu ce que les journaux ont sorti, on va dire, ou même ce que j'ai pu trouver. Donc là, une première, c'est un blog hein, où on présente les 5 pires règles de grammaire de la langue française, où c'est absolument pas logique, hein. Je mettrai euh, le lien qui est ici présent. De toute façon, vous allez pouvoir accéder. On partagera justement cette présentation. Donc on voit ici hein, c'est notre pauvre personnage avec une grammaire complètement écrasante. J'avais beaucoup aimé aussi, avec le pauvre étudiant qui donne un message fort utile, mais finalement avec une petite faute. Enfin, j'ai trouvé quelque chose qui était assez intéressant, et souvent, ça vient plus de nos étudiants qui nous disent, mais pourquoi cette grammaire est si complexe et pourquoi on ne la simplifie pas ou on ne l'améliore pas? Euh, Là, je me souviens, en 2017, il y avait un projet justement
de réforme de grammaire où il s'agissait justement de remplacer le COD par le prédicat. Donc là, on a ici le pauvre père de famille, j'y comprends rien. Est-ce qu'on vous apprend à ce que vous apprend de nos jours? Où il est le COD? Bref, c'était une réforme. Alors, il me semble en fait qu'au Québec, on l'a proposée. Cette réforme-là, elle existe. En France, j'ai un doute, mais en tout cas, enfin voilà, il y avait cette idée, il y avait cette image aussi de l'enseignant de grammaire. J'ai enseigné la grammaire pendant 30 ans et un jour, je me suis rendu compte que je ne savais rien. Bref, donc il y a des articles qui sont intéressants à lire, justement, illustrés par ces caricatures qui montrent que bah, la grammaire, ça peut être un problème aussi, et pas seulement pour nos étudiants. Enfin, il y a quelque chose qui sont assez drôles. Alors, il y a eu une réforme en 2018 qui a été proposée en Belgique visant à rendre invariable les participes passés avec avoir, mais cette réforme n'a pas abouti. Alors, on voit aussi d'autres caricatures. J'aime beaucoup celle-ci où on effraie avec cette règle. On va aborder l'accord du participe passé avec les étudiants complètement effrayés. Il y a aussi la place des emojis dans le langage. J'avais beaucoup aimé comment conjuguer le verbe aimer. Et enfin, écrire sans faute ou écrire sans faute. Certains ont déjà du mal à ce stade. Ça, c'est toute l'art de la langue française et de ses subtilités. Donc, c'est vrai que la grammaire et- enfin, la grammaire française pose problème, on va dire, et pas seulement. J'ai retrouvé cette vidéo d'une série française. Je vais vous la montrer. Et on voit en fait que de nombreux natifs francophones aussi ont des difficultés en grammaire. Ça arrive aussi de faire des fautes, des erreurs, parfois plus, parfois d'autres. Parfois, les erreurs de grammaire peuvent être aussi discriminatoires et on peut avoir un jugement dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est un problème, non seulement, enfin un problème, disons qu'une difficulté plutôt, pour les natifs francophones, mais aussi du coup pour nos apprenants. Donc l'idée, c'est de voir comment justement rendre plus accessible cette grammaire et essayer de la rendre moins complexe. Alors là, ici, on va avoir un exemple. Je vous laisse regarder cette Je ne crois image. pas qu'il faudrait mettre faille, non? Tu ne crois pas qu'il faille? Non, il a raison, c'est pas comment. C'est le côté celui-là. Peut-être. En tout cas, ouais. Tu ne crois pas qu'il faudrait mettre une petite respiration avec un peu de légèreté. Écoute, s'il faudrait faire une respiration, je verrai s'il faille, enfin, je verrai s'il le faut, je verrai. Qu'il le faille ou pas, quoi. Qu'il le faut. Non. Tu vois, tu m'as, enfin, ouais. Alors cette vidéo est assez drôle, hein, si jamais vous avez cette règle sur le subjonctif. Je vous invite à la montrer à vos apprenants. Oui, voilà. Donc c'est une grande difficulté et en fait il faut juste assumer que ben, on peut avoir des difficultés et on peut faire des erreurs et que ça arrive aussi. Tu ne crois pas qu'il Oh, faudrait. pardon. Donc la question est la suivante et une autre question, on va dire, toujours dans ces réflexions. Est-ce que la grammaire, c'est quelque chose de complexe ou est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Alors, quelle est la nuance? Ben, tout simplement quelque chose de complexe. On arrive à en trouver la solution. C'est-à-dire que j'ai un labyrinthe, c'est difficile en effet, mais j'arrive à trouver la solution. Quand c'est complexe, c'est-à-dire que si je demande de supprimer ce labyrinthe-là, de le redessiner, ça va être quelque chose d'assez difficile, mais je vais réussir. Par contre, ce plat de pâtes, je le prends tel qu'il est, je le démonte et je décide de le remonter tel qu'il était. Là, on est sur quelque chose de compliqué, c'est-à-dire où on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus subtiles et parfois on peut avoir aussi des illogismes. Alors, pour reprendre ce que nous disaient en fait Maurice Grevis et André Gosse, la richesse du système verbal avec ses modes, temps et aspect représentent un défi pour les non-francophones. Ils doivent assimiler des structures parfois éloignées de leur langue maternelle. C'est vrai que quand on a un système, euh, une structure, on va dire, qui présente, on va dire, parfois des incohérences, des contradictions, c'est extrêmement difficile pour certains apprenants de les assimiler. Pourquoi? Parce que même si dans leur langue maternelle,
Ils ont des contradictions, c'est pas les mêmes, on va dire, quoi. Donc là, c'est extrêmement difficile de les comprendre. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'étudier et d'apprendre le turc, et la grammaire turque, finalement, elle est assez simple à retenir. Il y a très peu d'exceptions, on va dire, qui sont présentées. Donc, finalement, c'était assez rassurant, c'était assez logique. Par contre, mes étudiants turcs étaient complètement perturbés sur les exceptions, les règles qui ne sont pas complètes, incomplètes, qui se contredisent dans la langue française, hein. Ça perturbait énormément. On a aussi Claude, dans le point sur la grammaire didactique des langues, Claude Germain et Johan Séguin nous disent quelque chose que j'ai relevé, je trouvais ça assez intéressant. Si la grammaire du français représente un défi pour l'apprenant, en raison de sa morphologie verbale, de ses nombreuses irrégularités, elle n'en demeure pas moins accessible lorsqu'elle est enseignée de manière progressive et contextualisée. Gardons bien cette notion de progressive et gardons bien en tête ces notions de contextualiser, ça va nous servir pour plus tard. Donc en gros, la grammaire, oui, elle est complexe, oui, elle est difficile. Est-ce qu'elle est impossible? Non, pas forcément. Ensuite, on a aussi l'oral, présente une syntaxe plus souple et des simplifications que les apprenants doivent apprendre à distinguer de la norme écrite enseignée dans les manuels de FLE. C'est vrai qu'on peut avoir aussi quelque chose entre l'oral et l'écrit de la langue française. Il y a quand même une différence et une manière de faire qui est complètement différente. Ça, enseigner ça aux apprenants, ça peut être aussi assez perturbant et des registres qui sont complètement différents avec des manières de faire complètement différentes. Mais c'est vrai que l'oral permet, on va dire, une certaine souplesse, on va dire, quoi. Donc, reprenons un petit peu les différentes approches de la grammaire, toujours en survolant. Donc, j'aimerais bien qu'on se centre, en fait, d'abord sur la grammaire traditionnelle. On va faire un point dessus. Bien sûr, on va regarder la grammaire inductive, qui est une approche de découverte. Ensuite, on va voir la grammaire communicative, et je dirais en plus phraséologique. On verra quelles sont les nuances. Et enfin, on parlera en fait de la grammaire actionnelle ou ce qu'on peut appeler la grammaire collaborative. Donc bien sûr, il y en a plein de grammaires. Moi, je me suis centré d'approche, on va dire, je me suis centré sur ces quatre-là. On a une approche qui peut être aussi intéressante, qui est la grammaire contrastive, où là, en fait, on va faire une comparaison entre la langue maternelle et la langue cible pour voir les points de convergence et les points de divergence, les similarités qu'on peut identifier. Ça peut être un point intéressant sur certaines règles, par exemple. Parfois, ça peut ne pas fonctionner du tout, et donc du coup, ça sert, enfin, c'est pas euh, l'approche la plus efficace. Euh, on a aussi bon, l'approche textuelle qui fait justement, on enseigne la grammaire à travers les textes et les extraits littéraires, c'est beaucoup plus ancien. La grammaire pragmatique est enseignée en fonction des usages, où toujours on a des contextes qui sont assez spécifiques. C'est-à-dire, c'est l'usage, on va dire, dans tel ou tel contexte, hein, comment utiliser les bonnes tournures, hein, ou quelle tournure utiliser. On a ce qu'on appelle l'approche cognitive, où là, on fait une mise en relation entre la grammaire et les processus mentaux d'apprentissage. Ça ressemble aussi un peu à l'approche neuroéducative, où là, en fait, on se fonde en fait sur les recherches de neurosciences et quels sont les mécanismes du cerveau pour optimiser la rétention et l'appropriation. Il y a aussi l'approche métalinguistique, qui est une réflexion sur les règles et les concepts grammaticaux. Je ne sais pas si cette méthode permet, on va dire, de parler, mais en tout cas, ça permet d'avoir une vraie réflexion. Et enfin, l'approche immersive, tout simplement, c'est en fonction de son environnement, là où on est. Et bien sûr, ça favorise un apprentissage intuitif lorsqu'on est dans un contexte, on va dire, francophone à ce niveau-là. Alors, on va voir en fait ensemble la grammaire traditionnelle ou ce qu'on appelle la grammaire prescriptive. Bon, c'est des choses qu'on a tous pratiquées, hein, je pense, à un moment donné. C'est l'approche qui repose, on va dire, sur des règles de grammaire et leur application à travers des exercices structuraux. Alors, quels sont les points forts? Bah, tout simplement, ça donne des repères clairs et normatifs aux apprenants.
Ça facilite l'évaluation et la correction des erreurs, hein. C'est vrai que quand on fait des exercices de systématisation, on voit tout de suite ce qui a été appris, acquis. Ça permet une meilleure, peut-être parfois, une acquisition systématique des règles. Ça peut parfois aussi favoriser l'apprentissage en autonomie, mais il y a des contraintes, c'est-à-dire que c'est peu adapté aux besoins communicatifs des apprenants, et malheureusement, les besoins communicatifs sont extrêmement importants pour les apprenants. J'imagine que vous travaillez dans beaucoup de centres et vous savez parfaitement que quand on commence dans des classes de niveau 1, il y a beaucoup plus de personnes, et ensuite il y a moins de personnes dans les niveaux avancés. Souvent, ce qui est demandé, c'est j'ai besoin de parler et de communiquer en français. C'est la base première, on va dire, quoi. Une mémorisation passive, bah, on a du mal parfois, on comprend la règle, mais on n'arrive pas à l'appliquer plus tard, on va dire. Et puis aussi, est-ce que ça peut pas décourager tout simplement les apprenants, enfin, rendre trop, comment dire, nous, profs de langue, on aime la grammaire, mais pour quelqu'un qui souhaite apprendre la langue française, c'est pas forcément apprendre la structure de la langue. Euh, un exemple concret, j'ai besoin de conduire, j'ai besoin d'utiliser une voiture, par exemple, mais je connais rien à la mécanique et j'ai pas forcément envie de comprendre comment ça fonctionne. Donc, mais j'ai besoin de savoir conduire. Donc, c'est un peu l'idée. Donc là, qu'est-ce qu'on a en fait dans la grammaire traditionnelle? Bon, bah, c'est l'enseignant qui explique une règle et demande aux apprenants de compléter, on va dire, des phrases avec des exercices, euh, par exemple, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'explication de la règle, ensuite, on a des exemples qui sont proposés, ensuite, on met en application des exercices, et peut-être on arrive à une production écrite ou orale. Là, ici, on est d'accord en fait que l'élève est passif dans son apprentissage. Dans la grammaire inductive, là, on a une approche qui est différente. On peut l'appeler aussi l'approche, c'est une approche de découverte. C'est-à-dire que les apprenants découvrent par eux-mêmes les règles à partir d'exemples concrets, puis ensuite formalisent avec l'enseignant cette règle. Alors, il y a différents degrés, hein, on peut la voir de manière différente, mais en gros, là, ici, ça favorise fortement l'autonomie et surtout l'implication des apprenants. Ça encourage une compréhension plus profonde des règles et parfois même une acceptation de son incohérence, j'allais dire. C'est surtout aussi que ça permet aussi de développer la réflexion et une capacité d'analyse. Donc, il y a par contre des points faibles, bien entendu. Ça peut être difficile pour certains apprenants qui préfèrent des explications explicites. Et j'allais dire aussi, il y a des apprenants dont la langue source est très éloignée du français. Ça peut poser aussi une certaine difficulté d'avoir une présentation de la grammaire inductive trop approfondie, où on peut avoir des apprenants un peu perdus. Et aussi, j'allais dire, peut-être culturels. Parce qu'un apprenant qui n'a pas appris justement à s'interroger, à deviner, peut avoir des difficultés à comprendre cette approche. Donc, quand c'est comme ça, vous connaissez votre contexte d'enseignement, il faut savoir doser. Soit la langue est assez proche et on va dire ça facilite justement cette utilisation, ou alors en fait on le fait juste par un exemple, une introduction à un exemple, et ensuite on présente ou on est un peu plus explicite sur l'explication grammaticale. Enfin, il y a un problème aussi avec cette grammaire inductive, c'est que ça prend un peu plus de temps par rapport à l'approche traditionnelle. Je vais montrer des exemples un peu plus tard. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a par l'observation, alors ça peut être un document authentique, un audio, ou même un exemple, tout simplement, où on a la conceptualisation qui va être co-construite. Alors, la conceptualisation ou la construction seule, là, ça peut prendre du temps et ça peut être compliqué. Mais la co-construction, ça, c'est quelque chose en fait qui rend actif tout simplement et qui implique l'apprenant. Puis on a la systématisation et enfin on a la pratique de la langue à l'oral ou à l'écrit de ce qui a été vu. Donc là, ici, on peut dire que l'élève est co-constructeur de son apprentissage. Quand on parle de grammaire communicative, et je dirais phraséologique, donc bien entendu, la grammaire communicative, elle met l'accent sur l'usage de la langue hein, et surtout sur les interactions. On va privilégier les formes linguistiques qui sont utilisées dans certains contextes.
Là, ici, souvenez-vous, on avait parlé de contexte. L'intégration de la phraséologie permet d'apprendre des expressions figées ou semi-figées qui facilitent la communication de manière naturelle. Alors, sachez une chose, que en anglais ou dans l'enseignement de l'anglais, on utilise beaucoup la phraséologie et c'est quelque chose en fait bon, chez Maison des langues, on est en train de développer et c'est quelque chose qui rend l'apprentissage des langues efficace. Je vous montrerai quelques exemples tout de suite. Donc, quels sont les points forts? Bah, tout simplement, ça améliore l'aisance, la spontanéité des apprenants. Ça favorise aussi l'apprentissage implicite des structures grammaticales et complexes. Ça permet un ancrage culturel aussi en enseignant des tournures idiomatiques. C'est vrai que certaines expressions ne sont pas forcément utilisées ou c'est utilisé dans tel domaine. Ça rend moins, on va dire, ça rend plus humaine, on va dire, la langue, entre guillemets. Euh, mais il y a des points qui peuvent être négatifs. C'est par exemple, on a moins une attention portée sur les règles formelles ou sur la correction grammaticale stricte, c'est-à-dire une plus grande tolérance, on va dire, à l'erreur, surtout à l'oral. Certaines expressions peuvent être difficiles à comprendre sans explication contextuelle. Ça peut être le cas sur des phrases qui sont dites. Si je vous dis par exemple le mot enchanté, enchanté, je ne vais pas chercher à analyser quel mot, je ne vais pas chercher quelle est son origine, je sais que je dois l'utiliser quand je rencontre quelqu'un. Ou par exemple, quand on a la structure simple, imparfait, conditionnel, la fameuse hypothèse, eh ben là, on va donner directement un exemple, on va dire, pour que l'apprenant assimile cette tournure hein, et ensuite qu'il puisse la répliquer, comme un peu le font les locuteurs natifs. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un acte de communication avec un contexte, un objectif de communication, le lexique qui est la grammaire, on va dire, qui nous amène justement à construire cet acte, la phraséologie qui nous permet d'utiliser certaines tournures idiomatiques dans un certain contexte, et enfin l'interculturel euh, qui peut intervenir aussi dans cet acte de communication. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vous donne l'objectif de communication qui est commander un café poliment. Donc, qu'est-ce que je fais habituellement? Commander un café poliment, je vais mobiliser le vocabulaire. J'ai besoin du verbe vouloir et j'ai besoin du café, par exemple. Et s'il vous plaît, pour la politesse. Donc, je commence à conjuguer, à utiliser la grammaire. Je veux café. Ah non, c'est pas correct. Il manque le participio. Je veux du café. Là, ça commence à être bien, mais on a dit commander un café poliment. Donc, il me manque cette tournure. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Donc, on a le s'il vous plaît. On sait parfaitement. Alors, on ne cherche pas à analyser, à regarder euh, qui étymologiquement veut dire j'ai envie de vous faire plaisir, on va dire, quoi. Si ça vous donne le. Enfin, on ne cherche pas à cette étymologie-là. On sait que c'est une tournure, une convention qui nous dit qu'on doit utiliser ce terme de manière pour exprimer quelque chose en politesse. Et on a le je voudrais, qui est une colocation, tout simplement pour exprimer quand on souhaite commander quelque chose. Donc là, ici, on est vraiment dans la pure phraséologie. Et le contexte, on va dire, bah, on est dans un café, on souhaite commander. Donc après, on peut avoir un autre endroit, c'est-à-dire que au restaurant ou dans un bar, quand étant jeune, on n'a pas la même approche en fait de demander les choses, mais ça, c'est le contexte qui nous le dit. Donc on a un objectif de communication. Et en fait, la phraséologie, c'est tout simplement, au lieu d'avoir ce découpage, bah, on donne directement, si tu souhaites commander poliment quelque chose, utilise la tournure je voudrais. Et donc là, après, l'étudiant va savoir décliner. Donc quand il veut quelque chose, il va le demander, je voudrais boire quelque chose, je voudrais sortir, je voudrais, etc., etc. Donc là, l'élève est un communicant. Il intègre la grammaire par le contexte et par l'usage. Donc, juste pour préciser quelque chose concernant la phraséologie. Donc la phraséologie, on a deux types d'expressions. On a les expressions figées, qui sont des expressions idiomatiques, ou alors on a ce qu'on appelle les phrasèmes, qui sont des morceaux de phrases, on va dire, avec un système de colocation. Donc, dans cette compétence phraséologique, on a d'autres compétences, on va dire, qui s'additionnent. Donc, on a la compétence phonétique, mais prosodique, lexicale, avec le système de colocation. C'est quand j'ai une partie figée et j'ajoute quelque chose.
Et la compétence sémantique, où là, on utilise la compétence métaphorique, c'est-à-dire que quand on souhaite faire utiliser une métaphore, par exemple, euh, le marché noir, ou une expression, on va dire, qui prendre des vessies pour des lanternes, enfin bref, toutes ces métaphores, on va dire, toutes ces expressions idiomatiques qui sont utilisées font partie de la compétence phraséologique, et à ça, elles sont liées aussi avec l'interculturel, le sociolinguistique et bien sûr le pragmatique. Donc on a deux éléments hein, pour les phrasèmes. Pour le phrasème, on a le système de colocation et le système d'expression figée ou expression idiomatique. Donc c'est juste ça qui est ajouté, on va dire, à la compétence grammaticale qu'on avait l'habitude de voir. La grammaire actionnelle, alors la grammaire actionnelle ou collaborative, c'est quelque chose qui se trouve dans tous les bons manuels, on va dire, où on a une tâche à réaliser. Alors, ça a été inspiré, on va dire, par le cadre européen de référence des langues pour intégrer justement tout ce qui est médiation et collaboration. L'objectif, c'est aussi de favoriser un apprentissage et de s'imaginer dans un contexte réel. Là encore, on retrouve le contexte. Donc, ça permet de développer la compétence pragmatique et l'autonomie, et ça encourage aussi l'interaction et la coopération. Donc, ça, pour quand vous avez des classes, et je dirais aussi, avec les plus jeunes, ça peut être plutôt pas mal, hein. Ça exige une grosse planification pour garantir justement l'acquisition grammaticale. Alors, souvent, la tâche, elle peut être bien faite aussi pour faire un récap. C'est-à-dire qu'on a vu précédemment, c'est pour ça qu'on va voir que ces différentes approches, elles ne sont pas forcément en opposition, mais elles peuvent s'entrecroiser. Donc un exemple ici, bon, j'ai déjà spoilé, on va dire, ou divulgaché un peu ma conclusion, mais bon, peu importe, cette réflexion, on va continuer à l'avoir. Donc on a ici par exemple une tâche qui est organiser une rencontre interculturelle. Donc là, on a un acte de médiation qui est reformuler les règles de politesse, une collaboration qui va être rédiger des invitations en utilisant le futur, négocier une date impliquant la structure conditionnelle. Bon, là, en fait, ce qui est important de noter, c'est que c'est la finalité, ça peut être pour consolider tout ce qui a été vu précédemment. Et je pense que la tâche prend son sens, on va dire, quand on a justement préalablement tout découpé. Mais ça demande vraiment une vraie planification et une structure. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a à partir, pareil, d'un document authentique. On va extraire les exemples, qui est le corpus en contexte. On va arriver à une conceptualisation et aussi à une co-construction. Mais ensuite, on va arriver à une systématisation avec la vérification et la mise en pratique, puis une pratique de la langue par la tâche. Mais le tout sera fait en collaboration. Là, ici, l'élève est acteur de son apprentissage et il apprend en collaborant. Donc là, quelle est la différence, on va dire? Bah là, ici, tout simplement, c'est que on les fait travailler par groupe sur des projets ou sur des tâches. OK. Donc, on va regarder maintenant une règle de grammaire plus de manière précisément et on va la regarder, on va la décliner sur ces différentes approches. Donc, on va revenir au petit aparté. J'aimais bien cette phrase qui disait apprendre une langue, c'est embarquer pour un voyage sans fin où chaque mot est une station et chaque règle est une route à suivre. Alors, on est parti. On va prendre la fameuse règle des prépositions avec les moyens de transport. Donc, on va reprendre cette règle avec les quatre tournures qu'on a vues ensemble. Alors, c'est pour ça que je n'ai pris que quatre, parce qu'on n'a qu'une heure ensemble, et sinon, je pourrais vous parler pendant des heures et échanger avec vous pendant des heures. Bref, donc on reprend. Donc on est sur la grammaire prescriptive. Donc là, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? On a une présentation de la règle de grammaire. Alors là, je vais vous indiquer tout de suite, hein, je ne mens pas, j'ai utilisé ChatGPT justement pour avoir la règle. Donc l'enseignant explique la règle. On utilise en devant les moyens de transport fermés. On utilise à quand les moyens de transport sont ouverts ou sans habitacle. Bref, on a ici un exemple, on va dire, qui est construit. J'expose la règle et l'étudiant en fait ce qu'il souhaite. Il fait ensuite un exercice où il va remettre et va réutiliser euh, ceci. Ensuite, ChatGPT propose une correction et enfin, il y a un deuxième exercice où là, on va réécrire des phrases et surtout décrire, enfin, un exercice, on va dire, qui va être une production contrôlée, où on aura une application guidée, où là, si vous voulez, il faut décrire son trajet au quotidien, et l'objectif étant d'utiliser en ou à.
avec une correction en groupe si nécessaire. Bon, c'est quelque chose d'extrêmement classique, ça, je pense qu'on l'a tous fait en tant que professeur. Par contre, ce n'est pas forcément original. Je ne dis pas que ça ne marche pas, hein, mais en tout cas, on implique moins l'apprenant et surtout, en fait, on a bien ce schéma qui est explication de la règle, exemple, exercice et production. Alors, cette règle, je l'ai choisie parce que finalement, elle est simple. Mais finalement, il y a des problèmes qui vont apparaître et je vais vous les expliquer un petit peu après. Quand on est ici sur la grammaire inductive, donc on va partir d'un texte pour observer. Donc là, ici, on a un texte qui est un document comment visiter Paris. Donc, visiter la voiture, visiter les transports en commun, en bus, en métro, le vélo, il y en a d'autres qui sont proposés. Donc là, l'objectif, c'est d'observer comment on peut se déplacer. Donc, observer les photos et choisissez un moyen de transport pour visiter Paris. Et donc là, on va voir, on va observer qu'il y a une préposition. On va bien classer les prépositions en et à. On va essayer de sortir une conclusion. Et enfin, on va présenter directement. Donc là, ici, il y a ce schéma qui est proposé, qui est en comme enfermé, à comme à l'air libre. Donc, j'ai trouvé ce moyen mémotechnique plutôt pas mal. Et ensuite, on a une production en fait qui est proposée. Alors, ce qui est intéressant là à ce niveau-là, c'est qu'on a cette hypothèse et cette reformulation. Donc, on aide, on accompagne justement l'apprenant à comprendre la logique et évoluer. Donc, l'idée, c'est pas le mettre, enfin, l'interdire de sortir de classe avant qu'il ait trouvé la règle. Non, non, non. Au bout d'un moment, si vous voyez que c'est bloqué, ben, on avance, on va dire. C'est comme un peu comme des escaliers qu'on monte, cette fameuse progression qu'on a. Donc, on a cette règle qui est assimilée, qui est relativement simple, hein, vous êtes d'accord avec ça, mais elle peut poser problème. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a bien observé un document authentique, on a conceptualisé la règle avec une co-construction, puis ensuite, on a fait un exercice de systématisation. Alors, je ne l'ai pas montré, mais en fait, il y a des exercices. Alors, il y a une première systématisation qui est faite à l'oral, puis ensuite, on a la systématisation qui est présentée à l'écrit, et enfin, on a une pratique de la langue qui est proposé. Là, ici, c'était à l'oral, où en fait, il fallait présenter son trajet. Cela dit, on a un problème. On a un problème avec cette règle, et je vais vous le montrer ici. Voilà. Je vais au travail à trottinette? Non. Je vais au travail en trottinette. Alors, désolé, c'est-à-dire que la règle, elle a une exception, c'est l'usage qui prime, mais en tout cas, je peux vous garantir que personne ne va à trottinette. Donc, l'usage fait qu'on utilise en trottinette. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, une exception, c'est pas forcément compliqué, on peut l'apprendre, bien entendu. Sauf que depuis chaque fois, quasiment à chaque fois, on parle d'exception à nos apprenants. Et c'est décourageant et c'est fatigant. Et c'est pour ça que certains prétendent, ah, le français, c'est extrêmement difficile parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent apprendre des exceptions qui n'ont pas forcément de logique. Pourquoi on dit en? Il n'y a pas de logique, on ne peut pas l'expliquer. Et souvent, le prof finit par dire, bah, c'est comme ça. Mais c'est l'usage, alors c'est une erreur, bien sûr, mais c'est une convention collective qui fait qu'on accepte d'utiliser en trottinette. Il y a un deuxième point, et ça, c'est quand j'avais fait une tournée en Inde et j'avais eu cette réflexion et c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça, mais on peut avoir aussi des choses culturellement différentes. C'est-à-dire que j'avais une professeure qui m'expliquait que pour certains apprenants, le bateau, bah, c'est tout simplement une barque ouverte. Donc il disait, je vais à bateau. Et dans la logique, c'était comme c'est quelque chose d'ouvert. Je ne suis pas enfermé dans quelque chose. Il ne comprenait pas pourquoi on devait utiliser en bateau. Et bien finalement, l'apprenant a plus raison. Donc en gros, en fonction de son contexte, qu'on est obligé de débattre sur ce qui est indébattable finalement, quoi. Et donc là, on a une autre approche qui est l'approche communicative et phraséologique. L'approche communicative, c'est j'ai un objectif de communication, parler des moyens de transport et de déplacement, et voilà, ça c'est le premier objectif. Donc, qu'est-ce que je fais? Habituellement, je mobilise, donc qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un avion. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un métro. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une moto. Puis ensuite, j'explique la règle et ensuite, j'explique
On fait des exercices et ensuite on a une production en expliquant comment se déplacer, ce qu'on a vu précédemment. L'approche phraséologique va être un peu différente, c'est-à-dire que là, on va demander aux apprenants comment on peut se déplacer. Donc on peut se déplacer et donc là, on intègre, c'est ça ici, le fameux chunk ou ce qu'on appelle le phrasème. On a la préposition plus le moyen de transport. Je peux me déplacer en avion, en train, à moto, en trottinette, c'est-à-dire qu'il va associer les images et en fait, il va petit à petit se souvenir, on va dire, du moyen de transport plus la préposition. Il va comprendre qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre. Mais au moins, en fait, en neurosciences, on explique que pour retenir un mot ou un groupe de mots, c'est la même place dans le cerveau. Donc autant rajouter, on va dire, la préposition. Et donc juste après, donc on a ici un acte de parole qui est je vais au travail à pied et toi, moi je vais au travail en bus. Est-ce qu'on a expliqué la règle? Pas encore. Et en fait, on ne va pas le faire tout de suite. Donc on a un deuxième objectif qui est en fait donner son opinion. Comment on va donner son opinion? C'est plus adjectif, ce n'est pas plus adjectif. Donc là, on a un exemple, hein, simplement où on a Paris, Lyon, et comment on peut se déplacer en avion, en bateau ou même à vélo. Euh, Dans cette séquence-là, en fait, on a déjà une première partie qui est l'activité mémo. L'activité mémo, c'est ultra important en fait pour réactiver le vocabulaire. Souviens-toi, la page précédente, comment on peut se déplacer. Et là, on ne peut plus regarder. Donc là, on doit faire appel. Et là, ils vont intégrer encore la préposition. Donc, prof corrigera si nécessaire. Mais en tout cas, dans l'acte de parole, on va déjà commencer à avoir quelque chose. Puis ensuite, on va donner deuxième acte de parole qui est donner son opinion sur les moyens de transport. Alors l'objectif, c'est pas de les mettre en difficulté ou avoir cette réflexion, c'est purement linguistique. Mais donc là, on va mettre une série d'adjectifs en lien bien sûr avec ces thématiques pour à la fin avoir voyager en avion, c'est rapide, mais ce n'est pas écologique. Et chacun aura l'opportunité de faire sa phrase en utilisant la préposition et en donnant son opinion. Alors vous allez me dire à quel moment on va enfin expliquer cette règle. Bien sûr qu'on va commencer à l'expliquer. Elle est expliquée ici et dans le guide pédagogique, on explique complètement la même règle. Et là, on pourra dire, oui, mais le trottinette, c'est une exception. Oui, c'est une exception, c'est l'usage qui prime. Sauf que l'apprenant, étant donné qu'il a déjà commencé à communiquer, il va avoir une appréhension moindre une fois qu'on lui explique la grammaire. C'est-à-dire que j'ai déjà utilisé, j'ai déjà compris comment je pouvais utiliser, je sais dire quelque chose, je sais dire comment je me déplace dans mon quotidien. Bon, il y a une exception, je l'accepte. C'est ça, cette démarche qui est un peu différente. Et je pense que c'est là où elle prend tout son sens et elle facilite justement la compréhension d'une règle en particulier. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré le défi. On a maintenant la nouvelle édition qui s'appelle Défi actuel, où on a le même document, on va dire, un peu adapté, un peu rafraîchi, mais on va dire le déroulé est complètement différent. Donc là, ici, on a comment on se déplace à Paris, donc on a le vélo, le bateau, le bus touristique. Donc, on a ici un acte de parole où on va mobiliser, selon vous, le moyen de transport, est-ce que c'est écolo, original? Donc, on reprend, on va dire, la même structure. Ensuite, on a ici le système d'étiquette pour exprimer comment on peut se déplacer. Et on voit bien en fait que là, on a en trottinette. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu avant où on avait justement cette explication-là. Là, ici, on ne l'a pas mise comme ça en fait, quoi. Là, on utilise la phraséologie pour communiquer. Donc, et à la fin, l'objectif, c'est moi, je vais au travail en métro, moi, je vais au travail en métro, mais quand je visite une ville, je me déplace à pied. Bref, et là, j'aime bien aussi la question, quel moyen de transport vous aimeriez interdire en ville? J'ai bien aimé parce que ça pousse, ça titille un petit peu et culturellement, ça peut être assez intéressant d'entendre ça. Bref, tout ça pour dire que l'approche communicative, c'est l'approche qui permet, et surtout phraséologique, qui permet une meilleure assimilation. Et donc, on peut aussi le retrouver dans des faits actuels se base, on va dire, essentiellement sur la grammaire inductive, mais en même temps, qui a mis quelques éléments communicatifs. Donc là, on retrouve bien un contexte, un objectif de communication, un groupe de mots et des expressions phraséologiques pour les intégrer dans un acte de communication. Alors, comment décomplexifier la grammaire?
Ça, c'était la question que j'ai envie de poser, on va dire, après avoir cette réflexion, toujours en prenant de la hauteur. Mais bon, la grammaire à la base, enfin, la problématique que je vous ai présentée à la base, c'était grammaire inductive ou grammaire communicative, choc des titans ou duo gagnant. Bon, je vous donne la réponse, hein. C'est un duo gagnant, mais c'est un duo ouvert. Et on va regarder ça ensemble de manière plus précise. Donc, ça ici, cette partie-là, elle est assez importante, on va dire, dans cette réflexion autour de la grammaire. Premier conseil, on va dire, c'est adopter une approche inductive, à différents degrés, bien entendu. Mais au lieu d'expliquer la règle d'emblée, on peut amener les apprenants à découvrir à travers un exemple ou un dialogue ou un texte authentique. Ils observent ou ils analysent la langue en contexte avant de la formuler eux-mêmes la règle. Puis, bah, favoriser aussi l'approche phraséologique. C'est-à-dire que l'apprentissage de la grammaire passe aussi par des expressions, ce qu'on appelle les chunks, les phrasèmes. On peut proposer, on va dire, des constructions, on va dire, toutes faites, mais qui permettent de s'approprier la grammaire sans forcément en connaître le sens. On a une grammaire utile, on va dire, et c'est pour ça qu'il faut rendre la grammaire fonctionnelle et pragmatique. Relier la grammaire aux besoins des apprenants, pourquoi et quand utiliser telle ou telle structure, et enfin associer chaque point grammatical à une situation de communication réelle. Rendre la langue dans le concret, on va dire, remettre la langue dans le concret. Multiplier les applications ludiques, jeux de rôle où les apprenants utilisent une structure cible, des exercices interactifs, quiz, cartes, défis en binôme, activités créatives, bande dessinée, reformuler, enfin plein de choses, on va dire, un peu plus ludiques. J'allais dire que ce soit pour des cours pour adultes que pour des cours pour ados ou même pour enfants. Enfants, bien sûr, c'est. Mais en tout cas, le ludique, ça plaît et ça permet. Alors, il y a certains apprenants qui vont vous dire, je ne suis pas là pour m'amuser, je suis là pour apprendre une langue. Ça, c'est vrai, j'ai déjà eu ça. Il faut juste expliquer en fait que ben, on a différentes manières, chacun sa manière d'apprendre et qu'il faut en donner aussi pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser aussi des supports variés. Alors, moi, j'aime beaucoup les intelligences multiples et je sais que les apprenants apprennent ou assimilent de manière différente. D'autres ont l'écoute plus développée, d'autres ont une compétence visuelle plus forte. Et donc, je pense qu'en variant les supports, on donne cette opportunité-là aux apprenants, déjà d'avoir des cours beaucoup plus dynamiques et en plus de ça, d'avoir cette sensation, cette image, on va dire, d'avoir des cours beaucoup plus variés. Voilà, je reviens à ce que j'allais dire. Et surtout, bah, faciliter les apprenants dans leurs compétences ou leur intelligence plus forte. Donc là, ici, on a utilisé différents supports. L'exposition à la langue en contexte permet une assimilation plus naturelle des structures grammaticales. Et enfin, accepter l'approximation et encourager la production. Alors, c'est vrai que trop se focaliser sur l'exactitude, ça peut bloquer aussi. Il ne faut pas amener les apprenants à avoir peur de parler. C'est-à-dire qu'on a toujours ce blocage-là même si un apprenant fait une faute, une erreur, et s'il s'en rend compte, souvent les mots sortent plus rapidement, mais il y a toujours la correction, elle viendra, on va dire quoi. Tout dépend les enjeux aussi, hein. C'est-à-dire que il y a des erreurs même qui sont, enfin, bon, disons qu'il faut avoir un peu de souplesse et ne pas dramatiser l'erreur, c'est surtout ça. Alors, on va regarder ensemble quelque chose, un support, mais la grammaire traditionnelle. Sur notre espace virtuel, on a une banque de ressources et on a Amandine Kettel qui est intervenue et qui explique une règle de grammaire. Je vais vous montrer le début. On appelle ça les tutoriels de grammaire. Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons parler du futur simple. Prenons un exemple. En 2028, Los Angeles organisera les Jeux Olympiques. Dans cette phrase, le verbe organisera est au futur. Alors, juste une petite parenthèse. Vous voyez, là, elle commence avec une phrase et un exemple. Alors, on n'est pas du tout dans la grammaire inductive, hein, mais en tout cas, il y a un exemple et un contexte qui est quand même proposé au lieu de dire on va parler du futur. Oups, pardon. Los Angeles organisera les Jeux Olympiques. Dans cette phrase, le verbe organisera est au futur simple.
Le futur simple est utilisé pour parler d'un fait dans un avenir proche ou lointain. Pour former le futur simple, c'est très facile. On prend le verbe à l'infinitif, comme ici organiser, et on ajoute les terminaisons du futur en fonction du sujet. Je, AI, j'organiserai. Tu, AS, tu organiseras. Il, elle ou on, A, elle organise. Donc, je ne vais pas vous mettre toute la règle. Je vous invite justement à aller voir sur l'espace virtuel, enfin, ces ressources disponibles qui sont les tutoriels de grammaire. Donc là, on a une explication. Cette explication, on va dire, elle est classique et habituelle. Donc ensuite, associé à cette explication, il y a des exercices de systématisation qui permettent de voir. Alors ça, on peut l'utiliser comment? Alors tout simplement pour montrer en classe. Ça, c'est quelque chose qui est facile, mais on peut aussi le proposer à ses apprenants, soit en travaillant la classe inversée, ben, écoute, tu vas écouter la règle, tu vas essayer de faire l'exercice et on regarde un peu comment on a travaillé ça finalement. Ou alors, même pour faire une révision. C'est-à-dire, il y a les grandes vacances qui sont passées, on s'en a oublié les choses. Bah, tiens, on va revoir tel point de grammaire, essaye de le revoir en autonomie. Donc, c'est des choses qu'on peut donner à ses apprenants. C'est-à-dire qu'on a une utilisation différente avec un support qui est un peu assez attractif pour expliquer une règle. Ensuite, on a créé des microfilms. Les microfilms, bon, voilà, tout ça, c'est des séquences qui ont été faites spécialement pour les niveaux débutants, A1, A2. Donc là, je vous montre juste un court exemple où, je vous mets en contexte, hein, tout simplement, on a deux candidats. Donc l'idée, justement, c'est d'écouter les propositions et de voir quelles sont les thématiques principales de ces différentes propositions. Et il y a un point langue qui est proposé, qui est le futur. Donc, Autant que l'opposition. Nous réduirons de 20% les coûts des transports. Nous investirons plus dans les transports que l'année dernière. Nous parlerons anglais. Nous ferons des treks. Ferons du shopping dans les meilleures boutiques. Nous verrons des ours, des yaks et le léopard des neiges. bon, je vous l'ai mis un peu hors contexte, mais il faut savoir en fait que les microfilms, et bien sûr, on propose aussi les courts-métrages. Les courts-métrages, c'est pour un public francophone. Les microfilms, c'est à destination, on va dire, d'un apprenant de la langue française. Donc c'est vrai qu'on peut croire que c'est un peu caricaturé, articulé, un peu haché, mais l'objectif là, c'est d'entrer sur une compréhension ciblée et non pas une compréhension globale. Le problème quand on a un niveau débutant et quand on met trop de documents authentiques dès le départ, l'apprenant va pas réussir à comprendre les subtilités phonologiques complète dans un telle ou telle production. Donc là, ici, ce qu'on propose, c'est quelque chose d'adapté. Donc bien sûr, là, on a entendu, il y a des propositions qui sont au futur. Donc on a une question de compréhension où on avance, on va dire, sur les différentes thématiques, puis ensuite on parle de la règle. Autant que La grammaire inductive, on peut la faire aussi avec les enfants. Et j'adore cette méthode qui s'appelle la méthode Capsure. Donc la méthode Capsure, donc là, ici, pareil, hein, donc on va écouter. Alors, il y a un personnage qui est important qui s'appelle Gaston. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici, vous le voyez bien. Bon, c'est Gaston le pigeon. Gaston, fait partie du film Conducteur, hein, donc je vous raconterai un peu l'histoire de. C'est une famille qui décide de faire un tour du monde et un des personnages, c'est la peluche Gaston. Et donc là, Gaston, je vous divulgage un petit peu, je vous spoil l'information. Gaston rencontre quelqu'un et décide de partir. Et donc, on va lui parler en fait du futur. Donc, on demande aux enfants d'écouter certaines phrases et que se passera-t-il dans la semaine prochaine, quand Gaston sera vieux, l'année prochaine. On a la règle qui est expliquée, on a des exercices qui sont à faire. Donc, on va non pas forcément demander à comprendre la règle, mais en tout cas, on va la mettre en action tout de suite. Et à la fin, on a un karaoké qui est proposé où on va mettre en pratique. Pareil, hein, je vais vous montrer les premières minutes de ce karaoké. Vous allez voir, la musique, elle est assez fun. Moi, j'aime beaucoup.
La bonne année au plus grand roi de Paris et roi de ta vie ici. Cette chanson. Bon, alors pour des chansons d'enfants, je trouve ça assez fun, on va dire, quoi. Et là, on peut, limite, on pourrait même le travailler avec des adultes. Mais là, on a le futur qui est proposé de manière différente, on va dire, support varié, qui sont proposés. Ensuite, là ici pareil, hein, c'est dans le nouveau défi actuel, il y a pour voir aussi comment on peut mettre en place la grammaire inductive. Donc on a ici un document qui présente les champions français. Donc on a tout un travail de la langue en fait qui va être proposé. Où on va souligner les verbes au futur dans les témoignages et écrivez-les à l'infinitif. Donc là ici on doit observer ici. Et ensuite, on doit commencer à les écrire. On doit ensuite observer ici, ensuite co-construire la règle. Là, on est vraiment dans l'inductif pur, quoi. Ce qui est intéressant en plus dans cette méthode, c'est que tous les verbes qui sont conjugués, on va toujours retrouver un locuteur qui va les écrire. Donc ensuite, une fois qu'on a expliqué la règle, on arrivera tout simplement à la production qui est écrivez une liste de bonnes résolutions pour l'année prochaine, puis comparez vos listes en petits groupes. On continue, c'est-à-dire que dans cette méthode, il y a toute une partie grammaire où on a l'explication grammaticale. Donc, une fois qu'on a cherché, on vérifie et on a la systématisation qui est immédiate. Et bien sûr, après, on a la systématisation qui est dans le cahier. Donc, on a vraiment ces étapes de un, je découvre, 2, je co-construis, je systématise et ensuite, je parle. Dans les Globetrotters pour les adultes, pardon, pour les adolescents, on a toujours cette double page qui fonctionne. Alors, je ne vous montre pas la double page, mais on a ici l'objectif, c'est d'apprendre autour de la maison du futur. Et à la fin de chaque double page, donc on a l'objectif qui est je parle de logement au futur. Et à la fin, quelle est ma maison au futur? Et c'est un projet qui doit être fait en collaboration. Alors, juste pour revenir, j'ai retrouvé aussi dans quelque chose que j'avais proposé à l'Institut français à Madrid. C'était l'utilisation d'une application qui s'appelle FaceApp. C'est une application où vous prenez une photo et en fait on vous vieillit. J'avais fait ça avec un groupe d'ados et j'avais appelé ça le photomaton du futur. Donc en gros, chaque étudiant s'était pris en photo et on avait utilisé cette application. Alors, je ne sais pas si c'est possible de l'utiliser maintenant. Moi, je vous parle de ça. Il y a quand même une paire d'années. Mais en tout cas, ça avait bien servi justement pour produire quelque chose. C'est-à-dire que là, j'avais vraiment vu une application où ils se sont projetés dans 20 ans. Alors, comme je me souviens, cet étudiant qui me disait, mais dans 20 ans, je ne serai pas comme ça, j'espère. Je dis, bah non, c'est un peu exagéré. Mais bon, c'est-à-dire, on est parti de quelque chose du ludique, un gadget, pour ensuite faire une production. Ça a beaucoup plu. J'ai aussi le Word Wall qui sont des roues à créer, pas soi-même, ou alors il y en a plein qui existent. Donc par exemple, ici, je vous en mets une qui est la roue du futur, donc soit pour conjuguer, ça pareil, ça peut être bien utiliser ça avec des ados, donc il y a la roue qui tourne, paf, chacun son tour, conjugue, on va dire, ou alors répond à des questions. Quel animal domestique est-ce que tu auras? En 2040, est-ce que tu deviendras très riche? Est-ce que tu deviendras président ou présidente des États-Unis, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez ludique et on peut mettre ça aussi en place, hein. Donc là, j'ai expliqué, on s'est centré, on va dire, sur une règle qui est le futur. Après, on peut décliner ça, en fait, c'est des exemples qui peuvent s'appliquer, hein, mais malheureusement, le temps file. Et donc, je me dépêche. L'éloge de l'erreur, alors oui, c'est comme on l'a vu dès le départ, le français, la grammaire est quelque chose de complexe, hein. Donc j'ai repéré en fait deux tweets, un de François Hollande, en fait, où des erreurs, des coquilles qui se sont mises, et ici Emmanuel Macron, les Bleus nous ont fait rêver. Bon, voilà, même lui se trompe. Pourtant, il a un phrasé assez éloquent, ça on peut pas lui reprocher. Euh, bon, et donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant de voir que des coquilles peuvent se placer, hein. Je pense que c'est surtout les community managers de la présidence qui avaient fait des petites boulettes en tweetant un peu rapidement. Première conclusion, les règles de grammaire sont comme les racines d'un arbre. Ça, c'était Monsieur Vauquier, qui était mon instituteur de CM2 à l'école municipale de Goncourt. Euh, ouais, c'était l'école primaire, on va dire, quoi. Donc, je ne sais plus comment exactement, mais je me souviens cette métaphore de l'arbre et dire en fait que les racines, donc
Gardons cette en image et rendons hommage à Monsieur Wauquiez. Les règles de grammaire sont comme des racines d'un arbre, invisibles mais essentielles pour tenir debout. Alors, juste pour terminer, je vais vous parler en fait des solutions et de manière plus précise ce qui est proposé pour les éditions Maison des Langues. Donc déjà, dans le chat, j'ai Lucia qui va vous mettre le catalogue, donc vous allez pouvoir le consulter. Juste vous parler, hein, je ne vais pas aller dans les détails, hein, on va juste aller un peu présenter, on va dire, ce qu'on a comme nouveauté. Donc, on a la nouvelle méthode qui s'appelle Défi Actuel. Alors, Défi Actuel, c'est la méthode pour parler des cultures et de la langue et des cultures francophones. En gros, l'interculturel, c'est ce qui va permettre justement de communiquer. Ce qui est intéressant dans cette méthode, donc qui fait suite à Défi, c'est tout simplement, il y a le point important, on va dire, c'est que on est dans la grammaire inductive, l'assimilation aussi se fait par l'interculturel, et il y a des éléments phraséologiques qui ont été mis pour faciliter la communication. Donc, je pense que par rapport à Défi Actuel a mis en place, on va dire, toute une structure dans sa séquence pédagogique en intégrant plus la grammaire, mais un apprentissage de la grammaire plus efficace. Défi, comme on le retrouve. Là, ici, bien sûr, il y a des éléments qui sont assez pertinemment autour des progressions guidées, on va dire, dans cet apprentissage. On a prêt à parler. Prêt à parler, c'est la méthode qui fonctionne très bien, on va dire, soit pour avoir un apprentissage pragmatique, c'est-à-dire après chaque unité, je suis en capacité de communiquer. Alors attention, hein, c'est du français général, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment un centrage sur l'oral, mais bien sûr, dans le cahier, vous avez toute la partie écrite. Et ensuite, c'est aussi une méthode qui permet... alors là, ici, on n'est pas tellement sur de l'inductif, on est sur de l'explicite. La règle de grammaire est expliquée, elle n'est pas devinée, mais on est sur l'approche phraséologique et communicative, c'est-à-dire qu'on donne les éléments de grammaire justement pour les mettre en application, un peu comme je vous ai montré sur les moyens de transport. Pour les adolescents, on a Carousel, Carousel qui est la méthode pour les lycéens. À partir de 15-16 ans, on commence le A1 et ensuite, en fait, on peut avancer jusqu'au B1. On a la méthode Globetrotter. Alors, la méthode Globetrotter est pas mal. Pourquoi? Premièrement, c'est une méthode qui a été pensée pour la nouvelle génération, la génération Z, la Gen Z, comme on dit. C'est-à-dire avec un séquençage, un rythme dans la séquence pédagogique où on va beaucoup plus rapidement. Et aussi, on a revalorisé le découpage. C'est-à-dire que, et pour faciliter, euh, déjà en respectant plus le cadre et aussi pour les préparations au DELF. C'est-à-dire que en deux, le volume A1, on l'a divisé en deux, le 2, on l'a divisé en deux, puis ensuite on a le B1. Donc c'est souvent les institutions, vous souhaitez passer le A1 après ces deux volumes, vous souhaitez passer le A2 après ces deux volumes. C'est beaucoup plus structuré et beaucoup plus facile. Donc ça, je vous invite, si vous avez avec des adolescents, alors il y a un concept en plus, pourquoi ça s'appelle les Globetrotters? Parce qu'il y a un Globetrotter, un petit journaliste qui va présenter euh, l'unité, son contexte, et surtout, en fait, on parle déjà de francophonie. Donc il y a beaucoup de valeurs, et c'est aussi, là, ici, on sera dans une grammaire actionnelle, où à la fin, dans chaque double page, vous avez ce mini-projet qui est proposé, et à la fin, un grand projet plus important. Pour les enfants, on a une toute nouveauté qui s'appelle Tadam, qui est une initiation au français hein, pour les 4-5 ans et 5-6 ans, on va dire, en deux volumes, où là, on va commencer à pratiquer le français essentiellement en jouant. Puis ensuite, on va partir justement sur Capsule. Alors, Capsule, c'est la famille Cousteau qui décide de partir en voyage. Cette méthode est très bien faite. Elle a été très bien conçue et le design est différent. Je vous invite à regarder, je vous invite à la consulter et elle plaît énormément. Le numérique, juste pour dire qu'on a une plateforme qui s'appelle Espace Virtuel, une banque de ressources aussi qui a plusieurs choses. On a notamment les vidéos avec des gramma clips, des capsules phonétiques qui sont présentées, la littérature visuelle où on a un texte qui est présenté. Donc il y a plein de choses en fait qui sont en plus. Euh, voilà, pour ce qui était de vous présenter, j'ai pas pris trop de temps là-dessus, mais par contre, je voulais vous faire une conclusion. Cette conclusion, je ne l'ai pas créée, j'ai demandé à l'intelligence artificielle
de la créer avec un outil qui s'appelle Suno. C'est bluffant. J'ai juste demandé, peux-tu me faire une conclusion? Alors, j'ai expliqué un peu le concept dans le prompt hein, de communication, grammaire inductive ou grammaire communicative. Je lui ai expliqué aussi quelles étaient les conclusions. Et donc, j'ai eu cette proposition de chanson. Je vous laisse écouter. Dans la salle de classe, pleine de lumière, les règles de grammaire flottent dans l'air. Les conjugaisons dansent et les verbes chantent. Les élèves écoutent leur attention constante. Grammaire communicative ou inductive. Chaque méthode a son charme distinctif. Choisissez bien, dit le professeur pédagogue, pour que les leçons soient un doux dialogue. Les articles, les noms, est important. Les adjectifs, les pronoms, si charmants. Avec un sourire et un peu de flair, la grammaire devient l'art sincère. Merci beaucoup. Donc, ça m'a fait énormément plaisir. Je pense que Lucia, tu peux rouvrir le chat si tu le souhaites, juste pour la conclusion. Si vous avez des questions, je vous laisse ici l'adresse. N'hésitez pas à la communiquer, on vous répondra. Si vous souhaitez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, EMDL FLE, sur Instagram, sur Facebook. Moi, j'utilise aussi beaucoup LinkedIn où je publie pas mal de choses. C'est hyper varié. Donc là, vous me trouvez avec mon nom, Sébastien Devrez. En tout cas, ça a été un énorme plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente après-midi. Et merci aux équipes du BELC pour cette organisation. À bientôt et merci beaucoup.